Bonjour, je m'appelle Andrea Cabezas Vargas, je suis maîtresse de conférences à l'Université d'Angers et ma spécialité de recherche, c'est le cinéma d'Amérique latine, très particulièrement le cinéma d'Amérique centrale. Et je travaille au département des études hispaniques et hispano-américaines. Le titre de ma thèse, c'est Cinéma centra-américain contemporain 1970-2014 sur la construction d'un cinéma régional, mémoire socio-historique et culturelle. Je l'ai soutenu en décembre 2015 sur la direction de Pierre Bello au département des études de cinéma et en co-direction avec Maria Lourdes Cortés au département d'histoire de l'Université de Costa Rica. Bon, et alors, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ton parcours, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a mené du Costa Rica à un poste de maîtresse de conférence à l'Université d'Angers, spécialiste de cinéma. Oui, donc mon parcours, c'est vrai que c'est un parcours, on peut dire, un petit peu conventionnel, mais pas tout à fait, parce que j'ai fait une licence en lettres modernes à l'Université de Costa Rica. Pendant ma licence, je fais une année à l'Université de Bordeaux, grâce à une bourse de l'université, grâce à une bourse de l'ambassade française. Et puis, je suis retournée au Costa Rica, j'ai fini ma licence et j'ai eu un poste au lycée franco-costaricien. Mais je me suis rendu compte que j'avais envie de continuer. Donc, mon expérience en France m'a donné l'envie de continuer mes études. Donc, j'ai abandonné mon poste. Je suis retournée en France pour faire donc un master en ingénierie culturelle, parcours cinéma. Et après avoir fait une thèse sur les festivals de Biarritz, donc j'ai décidé de continuer avec une thèse en cinéma. Et il faut dire aussi que j'ai beaucoup hésité au moment de faire ma thèse parce que j'étais un petit peu partagée entre la littérature que j'aimais beaucoup, mais aussi l'histoire, c'était une de mes passions, et le cinéma. Et je me suis rendu compte qu'à travers le cinéma, je pouvais travailler tous les trois. Et donc c'est là que je me suis penchée sur le cinéma et aussi par un choix très personnel qui m'a amené donc à faire cette thèse en cinéma. Bon, et alors, j'aimerais bien savoir ce que tu as voulu démontrer dans ta thèse. Alors, j'imagine qu'il y a le préjugé que comment il y a du cinéma en Amérique centrale, mais qu'est-ce que donc peut être ce cinéma? Une des choses que tu as voulu démontrer, c'est que oui, il y a bel et bien du cinéma et que de surcroît, il est intéressant. Mais qu'est-ce que tu as voulu démontrer d'autre? Oui, alors tout d'abord, comme je disais, ça part en fait d'une expérience personnelle, d'un défi aussi personnel. J'avais eu l'occasion de travailler au Festival de Biarritz et lorsque j'ai rencontré des cinéastes, des producteurs et des écrivains, à chaque fois on me posait la même question, est-ce qu'il y a du cinéma au Costa Rica? Est-ce qu'il y a du cinéma en Amérique centrale? Et, et c'est vrai que je ne m'avais jamais posé la question, je me dis, on est pratiquement invisible euh, en dehors de mon pays, en dehors aussi de l'Amérique centrale. Les cinémas d'Amérique centrale est très peu connu. Donc, mon premier défi, c'était justement de démontrer, de prouver qu'il y avait du cinéma en Amérique centrale. Donc, ça, c'était le premier objectif. Mais au fur et à mesure que je commençais à travailler sur ces cinémas, je voulais savoir aussi quels étaient justement les liens entre le cinéma et l'histoire, mais aussi la société. Qu'est-ce qui nous disait ces films sur l'histoire et la société d'Amérique centrale, de son évolution? Donc, la convergence qu'il y avait entre, ou la porosité qu'il pouvait avoir entre les produits filmiques, donc ces réalisations, et puis la réalité du continent. Donc, j'ai commencé à découvrir mon pays et l'Amérique centrale à travers ses regards, à travers le prisme de l'histoire. Et alors, est-ce qu'on peut j'imagine qu'il y a une périodisation possible de ce cinéma. C'est pas pour rien que tu as commencé en 70. Il doit y avoir un élément charnière qui fait basculer vers autre chose. Donc, le cinéma en Amérique centrale, quand est-ce qu'il apparaît? Est-ce qu'au départ, c'est des copies de ce qui se fait ailleurs? Est-ce que rapidement, on a un phénomène d'appropriation avec une tradition locale? Comment tu peux nous décrire un petit peu ce processus? Mhm. Oui, en effet, on peut parler d'une évolution. Donc, le cinéma est arrivé au XXe siècle lorsque les premiers promoteurs de Frères Lumière ont arrivé dans le continent. Ils sont arrivés d'abord aux États-Unis, ils sont allés au Mexique et puis ils sont descendus vers l'Amérique centrale pour arriver
au cône sud. Mais donc, lors de leur passage, donc, on a découvert le cinéma. Mais pendant très longtemps, les cinémas, c'était un produit d'exportation, c'est-à-dire un produit qu'on plutôt importé, un produit qu'on pouvait regarder, mais qu'on ne produisait pas. Et puis, au fur et à mesure, dans les années 20, 30, 40 et 50, il y a eu des personnes qui individuellement ont créé des films. Et je dis des personnes parce que parfois, c'était des médecins, parfois, c'était des scientifiques qui avaient les moyens d'acheter une caméra, de produire un film, mais ça restait quand même quelque chose de très individuel, un projet personnel et pas forcément un projet qui pouvait s'inscrire dans une industrie cinématographique. Donc, une industrie n'existait pas. Donc, déjà, il n'y avait pas des écoles de cinéma, il n'y avait pas des centres ou des instituts de cinéma. Et c'est particulièrement dans les années 70, en conséquence d'un événement historique qui a marqué les pays, l'ensemble des pays de l'Amérique centrale, c'est les périodes des révolutions et des guerres civiles dans la région. Donc, cette période charnière a marqué donc, les débuts de ces cinémas par une raison très particulière. Les cinémas est devenu un outil de guerre, un outil aussi de communication pour faire connaître la réalité, ce qui était en train de se passer donc dans l'Amérique centrale. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des petits groupes qui se sont formés pour faire des petits courts-métrages, après de documentaires et de longs-métrages. Et donc, on a commencé à recevoir des cinéastes étrangers du monde entier, des cinéastes allemands, français, euh, euh, des États-Unis, anglais, mais aussi on a reçu une bonne partie des cinéastes du nouveau cinéma latino-américain qui se sont rendus en Amérique centrale pour soutenir ces cinémas parce que ça est devenu vraiment un projet latino-américain, un projet d'aide et de soutien à ces pays. Donc, c'est à ces moments-là qu'on commence à créer des centres de cinéma. On crée, par exemple, en 1972, le HECU, et c'est le Centre expérimental de ciné de Panama, qui a été créé avec le soutien d'Omar Torrijos. Donc, c'est devenu vraiment quelque chose de très politique. Et l'idée, c'était justement de faire de ces cinémas un outil politique. À ce moment-là, c'était pour montrer euh, ce qui est en train de se passer au Panama et aussi pour lier le cinéma à la lutte de Tomás Torrijos de faire aux États-Unis céder leurs droits du canal de Panama. Donc là, c'était le cas ponctuel du Panama. Ensuite sont venues les révolutions au Salvador, au Nicaragua et aussi la guerre civile au Guatemala. Donc, ce qui a fait que dans chaque pays, se sont créés des petits groupes des productions et ensuite on a créé des instituts de cinéma. Mais tout s'est développé dans les années 70. Et donc c'est à partir de ces moments-là, c'est pour ça aussi que j'appelle les cinémas nationaux parce qu'il y a eu non seulement une cohésion au niveau national, mais aussi une cohésion au niveau régional. C'est-à-dire que des cinéastes se sont mobilisés pour aider les cinéastes costariciens, nicaraguayens, se sont mobilisés pour aider les cinéastes salvadoriens ou pour aider les cinéastes panamiens. Donc, on avait un producteur d'un pays, on filmait par exemple au Nicaragua, mais tout ce qui était la production et la post-production s'est fait au Costa Rica. On avait aussi le soutien de Cuba. Donc, il y a tout un réseau qui s'est créé à ce moment-là. Et pour moi, donc, c'est là où émerge, naît vraiment un cinéma national et puis régional. Alors, j'ai une curiosité et une question. La curiosité, c'est sur cette espèce de proto-cinéma local. Tu disais, ce sont des individus, enfin des personnes comme ça, isolées, qui avaient les moyens de s'acheter une caméra, qui faisaient des petits films. Alors, est-ce que ces petits films, on les a conservés? Est-ce que tu les as vus? Et de quoi ça parle? Est-ce qu'il y a d'un point de vue technique, comment c'est? Est-ce que c'est brut, tu vois, comme tu filmes l'anniversaire de de ta cousine? Ou est-ce qu'il y a vraiment un intérêt esthétique? Enfin, il y a une recherche esthétique derrière. Alors, si j'ai bien compris, tu parles de films qui étaient avant 70. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, quand tu as dit il y avait un Ah oui, début de oui, cinéma oui. avec des gens qui s'achetaient des caméras, un médecin, un scientifique, etc., puis qui faisait ces petits films de son côté. C'est quoi ces petits films? Bon, il y a un peu de tout. Il faut dire que déjà, il y a des productions qui restent un peu expérimentales. Après, il y a aussi des films qui ont essayé ou qui ont tenté de faire des cinémas commerciaux. Ces cinémas se sont développés très peu
mais il y avait quand même un intérêt cinématographique derrière, donc il y avait les deux. Mais les films qui tentaient d'être des films commerciaux, parfois c'était des adaptations littéraires. Et puis il y avait aussi un cinéma, comme je disais, scientifique. Par exemple, c'était des chercheurs qui voulaient filmer des groupes d'indigènes. C'était plutôt dans le sens de cinéma ethnographique. Si on veut, c'est un cinéma qui était un peu divisé en trois. D'une part, les cinémas qui étaient vraiment plus expérimental ou plus euh, oui, je dirais plutôt expérimental. Et puis un deuxième qui était vraiment, c'est qui avait vraiment l'envie de créer un cinéma commercial, en imitant bien sûr les grands techniques et esthétiques de cinéma hollywoodien, mais bien sûr ça donnait pas les mêmes résultats. Et puis on avait ces cinémas qui étaient vraiment un cinéma plus ethnographique, qui s'intéressait plus voilà, aux groupes culturels de façon particulière. Alors, ma question, c'est sur, bon, tu l'as dit, hein, le contexte, c'est les révolutions, et puis une fédération de discours, de moyens, etc. Et du coup, est-ce que c'est principalement du documentaire ou est-ce qu'il y a quand même une grande part de fiction? Et donc, est-ce que c'est de la fiction didactique? Est-ce que cette dimension vraiment démonstrative, ça se fait au détriment je sais pas, d'un peu de liberté créatrice, ou au contraire, est-ce qu'ils ont réussi à tout conjuguer et qu'il y a des films qui aujourd'hui sont regardables en soi et pas comme simplement témoignage d'une époque, d'un contexte, etc. Mhm. Alors, il y a un peu des deux, je vais dire. La plupart, bien sûr, ça reste du cinéma documentaire, parce que ce qui était les plus faciles à faire à l'époque. Et puis aussi, vis-à-vis de la situation politique, c'était aussi ce qui intéressait les plus aux groupes qui se sont développés à ce moment-là. C'était essayer de rester les plus possible dans cette idée du réel, même si on sait que dans les productions de documentaires, il y avait toujours manipulation pour montrer ou pour cacher certaines choses. Donc, il y avait déjà une certaine fictionnalisation parfois dans les documentaires. Mais il y avait aussi une production des cinémas de fiction. Ces cinémas de fiction restaient aussi très liés et très attachés aux thématiques de la guerre. Mais il faut faire une petite parenthèse pour dire et expliquer que dans tous les pays ne se sont pas développés les mêmes genres de production. Par exemple, au Costa Rica, on dit arbre d'épée, on n'était pas en guerre. Mais il y avait des cinéastes qui se sont impliqués, qui se sont mobilisés pour aller au Salvador ou pour aller au Nicaragua. Mais il y avait aussi une autre production en el Centro Costarricense de Cine, Kitico Moreno, qui était la femme qui a fondé l'Institut de cinéma, et elle a créé ce cinéma. Et je te remercie parce que tu as évoqué quelque chose, tu as dit s'il y avait une notion pédagogique. En effet, elle avait fait des études en Angleterre, et quand elle est retournée au Costa Rica, les Nations Unies avaient lancé une idée de projeter le cinéma comme un moyen pédagogique. Et elle est allée demander des subventions aux Nations Unies pour créer un cinéma qui soit détaché du cinéma des propagandes politiques. Et cette femme a fait quelque chose d'extraordinaire. Elle a lancé toute une série de films pédagogiques pour montrer la réalité nationale, la société au Costa Rica. Et un des grands sujets, un des premiers films, c'était montrer la position de la femme. Et c'était très innovateur à l'époque. Donc, faire un film pour démontrer ce qui était en train de se passer au Costa Rica et comment on était loin, par exemple, de l'Angleterre ou de l'Europe vis-à-vis des droits des femmes et de les libertés qu'avaient les femmes à l'époque. Donc, c'est un film qui reste donc très intéressant. Et puis, il y a d'autres productions, Dos veces mujer, par exemple, enfin, des films qui ont vraiment marqué cette période, mais qui n'étaient rien à voir avec la guerre. Donc, le Costa Rica reste quand même une petite exception dans ce sens. Mais sinon, c'est vrai que la plupart des films dans cette période étaient marqués par les faits historiques et par la guerre. Alors, moi, je vois bien en tant que littéraire qu'il est toujours. Alors maintenant, avec les Kindle, les tablettes en général, c'est plus facile, mais il est pas toujours facile de se procurer les livres, hein, qui se publient dans les petites maisons d'édition en Amérique latine. Alors, qu'en est-il des films? C'est-à-dire les films dont tu me parles là, des années 70-80, est-ce que c'est des choses qu'on peut trouver facilement? Est-ce qu'il y a des plateformes sur lesquelles les films sont déposés? Est-ce qu'on peut les acheter sur Internet?
Enfin, est-ce que je peux, par exemple, si tu me dis, voilà, il y en a vraiment qui est formidable, dont le titre est-ce que je peux le voir ou est-ce que je suis obligée de me le raconter? Alors, ça dépend. Les productions actuelles, c'est différent. On peut en trouver certains films, par exemple le film Jairo Bustamante, on peut le trouver sur Universiné. Je ne fais pas la promotion, mais par exemple, il y a cette plateforme en Europe, parce que c'est très difficile vraiment de voir des films d'Amérique centrale. Il n'existe pas une distribution, une production, donc ça reste très compliqué. On peut voir que les films des cinéastes qui ont été reconnus, par exemple, par les grands festivals, comme la Berlinale ou Cannes, donc les films de Julio Hernández Cordón, le guatémaltèque, de Jairo Bustamante, de Marcela Zamora, par exemple, la salvadorienne. Ces films, on peut le voir dans certaines plateformes, mais ça reste quand même très, très restreint. Quand j'ai commencé ma thèse, c'était une des grandes difficultés. Enfin, c'était, je pense, une des difficultés majeures. J'ai dû me déplacer donc en Amérique centrale. Et même en me déplaçant en Amérique centrale, je me dis, bah, je vais arriver et je vais pouvoir visionner ces films, et non seulement visionner les films, mais aussi trouver des ouvrages, je ne sais pas, des revues, des archives qui puissent témoigner de ce que moi je veux démontrer ou de ce que je souhaite partager. Et en fait, c'était une des grandes difficultés. Déjà, il faut savoir que pour l'instant, il n'y a que 3 instituts de cinéma. Donc, il y a un INCINE en Nicaragua, l'Instituto Costarricense de Cine en Costa Rica et El GECO qui continue encore en train de travailler. Enfin, il travaille à l'Université de Panama. Et donc, je me suis rendue dans ces centres de cinéma. Les autres pays ne comptent pas des centres de cinéma. Donc, ils ne sont pas non plus ce qu'on appelle ici les dépôts légaux. Donc, quelqu'un peut faire un film, mais il n'y a pas de dépôts légaux. Donc, les trouver dans la nature, il faut aller chercher, il faut aller dans les bibliothèques, dans les médiathèques, essayer de trouver una pepita de oro en algún lugar. Mais le problème, quand je suis arrivée dans les 3 centres de cinéma, c'est que, par exemple, quand je suis arrivée au Récou, on m'a ouvert une salle, c'était une grande salle, avec des films, des revues, des ouvrages. Tout était mélangé, rien n'était archivé. Et ils m'ont dit, vous pouvez chercher. Et j'ai dit, oui, mais en fait, je cherche. Enfin, déjà, j'ai une petite liste. J'avais fait une liste des choses que je voulais chercher. Et puis je voulais découvrir surtout ce qu'ils savaient. Et ils m'ont dit, ben, on vous laisse ouvert, donc vous pouvez travailler le temps que vous voudrez. Et moi, j'avais envie de pleurer, de m'asseoir et pleurer, me dire, mais je ne vais jamais finir, jamais. C'était vraiment une... Donc j'ai commencé. J'ai pris un fort élan, je me dis, bon, Andrea, il va falloir que tu te dépêches. Et j'ai commencé à prendre beaucoup de photos et puis j'ai demandé certaines copies. Parfois, ils m'ont fait des copies des films, très généreusement et gratuitement. Et parfois, ils me disaient non, là, c'est pas possible. Là, on a perdu beaucoup de films aussi. Donc, il y a des films que j'ai pas pu voir, surtout celles des années avant des années 60, 70. Donc, qui sont perdus à jamais parce qu'il n'y avait pas eu vraiment un intérêt ni gouvernemental pour la préservation des films. Donc, il y a beaucoup de films qui sont perdus. Alors, dans les cas du Nicaragua, c'était, je pense, le pire parce qu'il y avait un institut qui était ouvert, l'Instituto Nacional de Cine de Nicaragua, mais c'était sous la direction d'Ortega. Et donc, j'ai essayé beaucoup de fois. J'ai appelé, je me suis rendue sur place. À chaque fois, c'était fermé. On me demandait une permission. Enfin, c'était très compliqué. Donc, l'accès au film, c'était mission impossible. Et donc, je me suis dit, bah, il faut que je trouve une autre solution. Donc, j'ai trouvé une association, l'association Luciérnaga, qui, en fait, il y avait des anciens membres des INCINE des années 70 qui avaient gardé des copies. Donc, ils avaient toute une base de données. En fait, ils sont sous forme une double des archives, pas tout à fait un double, mais ils ont gardé beaucoup de films. Donc, j'ai pu visionner ces films avec eux et donc faire mes entretiens là. Mais je n'ai pas eu accès à tous les archives des ciné qui ont été vraiment, si on peut dire, confisqués parce que le centre existe. Sur l'Internet, il dit que c'est très accessible, etc. Mais dans la réalité, c'est une autre chose. Donc voilà, je me suis confrontée à ce problème. Donc je n'ai pas pu visionner tous les films, mais heureusement que j'ai eu accès à certains et que les cinéastes très gentiment m'ont cédé aussi les matériels qu'ils savaient. Et puis au Costa Rica, c'était différent parce que c'était un petit peu mieux organisé.
Donc, mais ça restait quand même très... c'est pas comme quand on arrive... Quand je suis allée faire des recherches à la BFI à Londres, on arrive et il y a un ordinateur, donc on met des mots-clés et il y a la liste qui s'affiche. Au Costa Rica, il y avait un centre, oui, ils savaient des codes, etc. Mais bah, il faut aller et chercher, vraiment à l'ancienne. Donc ça m'a pris beaucoup plus de temps. Mais voilà, je pense que ça, c'était la difficulté majeure. Et pour voir ces films des années 60-70, il y a certains qui ont été mis maintenant à disposition, notamment je pense al Museo de la Imagen y la Palabra en El Salvador. Ils ont fait un travail d'archives qui sont mis à disposition sur Internet. Mais c'est le seul qui a fait ça. Donc pour les autres pays, il faut se rendre sur place et essayer de trouver les films. Mais le travail reste à faire avec des chercheurs comme toi qui font des thèses, etc. Ça va faire une espèce de conscientisation de la nécessité de préserver ce patrimoine, je n'en doute pas. Et dis-moi, est-ce que, alors si je me souviens bien, toi tu t'es arrêté pour ton corpus à 2014, mais je suppose que tu suis ce qui continue à se faire. Est-ce que les nouvelles technologies, Internet, les réseaux sociaux, YouTube et compagnie, ça a modifié le rapport des Costariciens, enfin des Centra-Américains en général? C'est plus facile de produire des choses. Tu n'as pas besoin de tout un financement, tout un projet, etc. Et est-ce que du coup, il y a une prolifération d'images et est-ce que le contenu est un peu différent tu vois, de ces considérations sociales, politiques, historiques est-ce qu'il y a des recherches plus individuelles, plus personnelles? Oui, en effet, depuis 2014, donc il y a eu une augmentation. En fait, le développement du cinéma d'Amérique centrale a eu ses hauts et ses bas. Donc, dans les années 70, c'est la période où c'est développé. Et puis après, dans les années 80, la fin des années 80 et début des années 90, avec la fin de la guerre, donc tout s'est arrêté. Donc, il y a eu un moment de silence, un peu comme ce qui s'est passé aussi dans des pays où il y a eu une dictature, comme Argentine, Chili, donc où il y a eu un silence pendant un moment. Donc, les guerres ont fait des conséquences terribles aussi dans les domaines culturels. Donc, il y a eu un silence, pas de production pendant un certain temps. On n'avait plus d'essais des pays étrangers ou des cinéastes, donc des productions, des soutiens économiques et matériels qui n'étaient plus là. Donc, il fallait répartir des cerveaux. Et donc, il y a une période, la décennie des années 90, c'était une période où il n'y a pas eu beaucoup de production. Dans les années 2000, on commence à nouveau, mais petit à petit. Et c'est vraiment à partir de 2005 qu'il y a eu une impulsion grâce à des aides, notamment je pense au programme Ibermedia, qui permet la production en coproduction, donc avec l'Espagne et avec les soutiens de cette aide internationale qui permet aux cinéastes d'avoir un financement, puisqu'il faut savoir qu'en Amérique centrale, il n'y a pas de production, enfin, des aides vraiment locales pour les cinéastes, donc ils doivent trouver le financement ailleurs. Et donc, grâce aussi à cette internationalisation, il y a eu beaucoup d'éco-production, donc beaucoup plus d'éco-production, et aussi avec la reconnaissance, ce que je disais tout à l'heure, des festivals des catégories A. Donc, on a commencé à comprendre qu'en fait, notre cinéma pouvait avoir donc, un impact au niveau international. Et c'est là où certains pays se sont commencés à poser la question, à travailler et à financer, dans une petite mesure, mais commencer à financer, notamment le Costa Rica, le Panama, et aussi le Nicaragua maintenant. Donc voilà, il y a une aide au Nicaragua. Bon, je pense qu'il y a un intérêt politique autre qu'au Costa Rica et au Panama. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ce cinéma a commencé à se développer. Et aujourd'hui, bon, la production a augmenté de plus que du double de ce qui était fait auparavant. Donc grâce à cette aide et à ces coproductions. Et puis, à partir de, je pense qu'à partir du moment où, en 2015, Jairo Bustamante a gagné l'ours d'or, d'argent, pardon, de Berlin avec Excalibur, ça a aussi changé complètement la façon de voir et de percevoir le cinéma en Amérique centrale, non seulement à son intérieur, mais à l'extérieur. Par exemple, en France et dans d'autres pays de l'Europe, on a commencé à s'intéresser beaucoup plus à ces cinémas. Donc, ce qui a permis aussi une visibilité plus importante. Alors, est-ce que tu peux nous dire, à part tes co-directeurs de thèse, est-ce qu'il y a des gens qui ont été importants dans ce parcours, qui t'ont amené vers
la thèse, ensuite qui t'ont aidé dans le processus peut-être de conception, d'écriture, dont tu voudrais parler aujourd'hui? Oui, 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 bien sûr. Alors, tout d'abord, je pense à quelqu'un qui nous a quittés, qui n'est plus là et qui, pour moi, était une personne clé, une personne source clé de mes recherches. Il s'agit de Fernando Virri, donc les grands cinéastes argentins, père du nouveau cinéma latino-américain. J'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer à un moment où il donnait plus de conférences, il rencontrait plus de personnes parce que son état de santé ne le permettait pas. Et donc, moi, je l'avais écrit en espérant qu'il allait me répondre, que je pourrais au moins lui envoyer quelques questions par mail. Donc, je lui ai envoyé un petit mail en expliquant mon sujet des recherches et mon projet. Et il acceptait de me voir. Il acceptait de me voir en personne, en fait. Il m'a reçu chez lui à Rome. Et lorsque je suis arrivée à sa résidence, il était tout habillé en blanc, avec une barbe blanche, ses cheveux blancs. On dirait un ange. Et une générosité. Il a été vraiment très important pour moi parce qu'il m'a permis non seulement de comprendre mieux les cinémas d'Amérique centrale, de comprendre aussi les liens avec les nouveaux cinémas latino-américains, donc les liens qui se sont tissés entre les deux, mais aussi il m'a permis de comprendre la différence entre le cinéma d'Amérique centrale et par exemple les cinémas cubains. Longtemps, dans ce que j'ai pu lire, il n'y avait pas beaucoup écrit sur l'Amérique centrale, mais dans quelques textes que j'ai pu rencontrer, à chaque fois, on les comparait au cinéma de Cuba comme une copie, disant comme si c'était vraiment une reproduction de l'Icaïque. Et en fait, j'ai compris que ce n'était pas du tout ça. Il y avait des différences, des nuances, des contextes. J'avais décidé que je n'arrivais pas tout à fait à développer ou à trouver vraiment l'argumentation pour expliquer ce que j'ai ressenti. Et c'est en parlant avec lui, avec des discussions, que j'ai arrivé donc à comprendre qu'il y avait notamment une différence non seulement dans les mécanismes de production, dans les buts, dans les objectifs, mais aussi dans le résultat final de ces films. Et je pense que la réflexion que j'ai pu avoir avec lui m'a permis justement d'arriver à ça. Mais je pense que plus que ce qu'il a pu m'apporter, il m'a donné aussi une confiance en moi. Quand je suis allée le voir, ben, déjà j'étais impressionnée. C'était un homme qui a une présence très importante. Et moi, je me dis, je suis personne. J'arrive avec une petite idée, le cinéma Amérique centrale que presque personne ne connaît. Et il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, vous savez pourquoi je vous ai reçu aujourd'hui? Et je lui dis, je pense. Et donc, il m'a dit, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes la première personne qui m'a demandé vraiment de partager mon expérience sur l'Amérique centrale. Personne ne m'avait posé de questions sur l'Amérique centrale. Et pour moi, ça reste quelque chose de très important dans ma vie et dans ma carrière de cinéaste. Parce que même si ce que j'ai pu faire, c'était pas grand-chose. Enfin, lui, il disait avec ses mots, il était extrêmement humble. Moi, je trouvais qu'il avait fait des choses extraordinaires et ce qu'il avait fait en Amérique centrale, encore plus. Donc, ça m'a permis de gagner un petit peu de confiance en moi et de me dire, oui, peut-être que ce que je suis en train de faire, ça peut intéresser quelqu'un. Parce qu'au départ, je me disais, en fait, mon sujet m'intéresse moi, mais je ne sais pas si les gens vont s'intéresser, surtout en France. Enfin, personne ne connaît pas grand-chose. Personne, je me dis, qu'est-ce que je vais faire quand je vais finir avec cette thèse? Personne va vouloir m'embaucher. Déjà, vous m'avez dit, il faudrait que vous ajoutez peut-être l'Argentine. Oui, oui, l'Argentine, ou le Mexique, ou le Cuba. Mais l'Amérique centrale, tout ça, ça n'a pas grand intérêt. Et donc, c'est en parlant avec lui que je me suis dit, bon, peut-être que il y aura des personnes qui ne seront pas intéressées, mais je me dis, il y aura bien quelqu'un qui va être intéressé par ces sujets. Je me dis, et si ce n'est pas pour d'autres personnes, ça serait bien pour moi. J'aimerais bien comprendre, savoir ce qui s'est passé dans cette région et comment et pourquoi on est arrivé aujourd'hui à faire ce qu'on peut faire en Amérique centrale. Et voilà, donc il m'a donné tout d'abord vraiment, je pense, une leçon d'humanité. Et aussi, il a été extrêmement, comment dire, généreux, enfin généreux dans ses paroles, dans sa façon de partager. Et puis, il a accepté de relire ma première partie de thèse. Et je le remercie énormément parce qu'il m'a fait des commentaires, des observations. Et donc, je pense qu'il a vraiment forgé et mûri ma façon de penser et
d'articuler aussi mes pensées de façon générale. Et puis, il y a deux personnes aussi que je souhaite évoquer aujourd'hui. C'est Ronald Soto Quiroz, c'est un historien costaricien, un ami et collègue. Il travaille à l'université de Bordeaux, ce qui était Bordeaux 4, mais aujourd'hui c'est l'université de Bordeaux. Il a accepté de lire toute ma thèse, ce qui n'est rien. Voilà, il a accepté de lire toute ma thèse. Moi, je voulais avoir vraiment la vision aussi d'un historien pour me guider, pour m'orienter un tout petit peu, parce que même si j'avais fait des études un tout petit peu en histoire, je n'étais pas historienne. Donc, je voulais avoir ses regards. Donc, gentiment, il a accepté de me relire et de m'apporter des conseils. Et puis, Catherine Gonzalez, elle était la directrice de l'ancien cadiste de Bordeaux. C'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui est extrêmement une personne qui est vraiment très, comment dire, elle est très à l'écoute, très attentive, elle connaît beaucoup de choses. Elle n'est pas enseignant-chercheur, mais elle a beaucoup de connaissances. Et sa vision globale aussi, de voir quelqu'un qui n'est pas peut-être experte dans ces domaines, mais qui a une vision plus générale, m'apportait aussi beaucoup de choses. Donc, j'ai vu les différents commentaires des uns et des autres. Je pense qu'il y a encore d'autres personnes qui ont accepté de lire ma thèse, soit pas un petit bout, mais je pense que si je devrais nommer 3 personnes, ben, je nommerais ces 3-là. Ouais, tu vois, ça me fait plaisir que tu parles de Catherine Gonzalez, parce que moi j'ai été maître de conférence 9 ans à Bordeaux 3. Enfin, à l'époque c'était Bordeaux 3. Et effectivement, j'ai beaucoup fréquenté Catherine, qui était qui est, moi je ne sais pas quand est-ce qu'elle est partie à la retraite, mais d'une grande aide pour les étudiants et pour les enseignants-chercheurs. Donc c'est très bien que tu l'aies mentionné, ça me fait plaisir. Oui. Alors, tu as évoqué tout à l'heure un certain nombre de difficultés pour ta thèse, notamment accéder aux films, les archives fermées, ou alors le chaos dans lequel il a fallu que tu avances, comme dans la selva masonica. Et est-ce qu'il y en a d'autres que tu voudrais évoquer ici, alors qui ne sont pas nécessairement liés aux spécificités de ton sujet, mais que tu as rencontrés comme n'importe quel doctorant pourrait les rencontrer? Et qu'est-ce que tu as trouvé comme solution pour les dépasser? Oui, alors la première problématique, ça a été la méthodologie. Je ne suis pas française. Donc, grand problème, je ne suis pas française. La méthodologie française, ce n'était pas mon fort. Et donc, j'ai dû réécrire la première partie. Je me souviens, la première fois que j'ai rendu ma première partie à mon directeur de thèse, il m'a dit, ça va pas du tout. Donc, il va falloir retravailler. Je lui ai donné à ma co-directrice au Costa Rica. Elle m'a dit, bah, c'est très bien. Et donc, je ne comprenais rien. Je me dis, un me dit que c'est très bien, l'autre me dit que ça ne va pas. Et donc, j'ai dit, est-ce que c'est sur les fonds? Il m'a dit, non, en fait, ce n'est pas sur les fonds. Il m'a dit, c'est vraiment sur la façon d'organiser. Donc, il fallait que je trouve donc, une autre façon et que je comprenne surtout la méthodologie française. Mais bon, après, quand j'ai commencé la première chose que j'ai fait, et ce qui m'a conseillé mon directeur, et je pense que ça m'a beaucoup aidé, c'est de lire d'autres thèses. Il m'a donné le nom de 3 thèses. Il m'a dit, voilà 3 bonnes thèses. Vous allez les lire et je pense que la fin, vous allez comprendre ce que je veux dire. Et en effet, je pense que j'ai compris. C'était pas vraiment, donc c'était plus dans les structures, la façon d'articuler les idées. Donc voilà, j'ai réchangé, j'ai travaillé un tout petit peu ça et je pense que j'ai mieux compris, j'espère bien. Et puis l'autre difficulté, c'était que au départ, je voulais pas partir sur l'idée ou les théories de le rapport entre l'histoire et le cinéma. Je voulais parler plutôt de liens entre la sémiologie. Donc, je voulais m'appuyer sur les théories de Christian Metz, je voulais parler de l'esthétique, donc je voulais parler d'autres choses. Mais lorsque j'ai fait mon travail sur le terrain, je me suis rendu compte qu'en fait, en regardant ces films, je me dis, mais l'intérêt majeur de ces cinémas n'est pas dans l'esthétique et n'est pas forcément dans ce que moi je croyais que c'était important. Parce que là, ça s'appliquait bien pour un cinéma général ou un cinéma européen. Mais pour un cinéma qui vient de surgir dans les années 70, c'était pas forcément l'approche idéale. Moi, ça m'a fallu un certain temps pour le comprendre. Quand j'essayais
pas des forcer, mais j'essayais de je dis, mais j'ai du mal, et pourquoi j'ai du mal? Et je me dis, ah non, mais j'ai du mal parce qu'en fait, c'est pas les plus importants. Dans ces films, il faut le travailler autrement. Et donc, c'est là où j'ai changé. J'ai changé des théories, j'ai changé d'approche, mais parfois, il faut savoir accepter qu'on ne peut pas forcer les choses. Il faut vraiment qu'on soit à l'écoute des autres, mais aussi à l'écoute de soi-même. C'est-à-dire, si je n'arrive pas aussi, il faut que je comprenne pourquoi. Et après, je me suis rendu compte que c'est parce que j'utilisais des théories qui ne s'appliquaient pas forcément à ces cinémas spécifiques. Pour d'autres, oui, mais pas pour ces cinémas. Oui, ça, le choix des outils, parfois on peut perdre du temps en s'entêtant à prendre des choses qui nous intéressent par ailleurs, mais qui ne cadrent pas avec le corpus. Bon, et alors, au-delà, une fois que tu as dépassé toutes ces difficultés, que tu as retrouvé ton chemin, la lumière au bout du tunnel et tout ça, arrive la soutenance. Alors, quels étaient les membres qui composaient ton jury? Bon, Pierre Bello de l'Université de Bordeaux, Maria Lourdes Cortés de l'Université de Costa Rica, Raoul Kaplan qui est maintenant à l'Université de Grenoble-Alpes et Nancy Berthier de l'Université Sorbonne. Voilà. On avait aussi une autre personne qui venait des États-Unis qui finalement n'a pas pu s'y rendre, mais bon, donc on est resté avec, avec les autres membres de jury. Bon, quel souvenir est-ce que tu gardes de cette journée particulière? Quel souvenir! Ouf, je pense que c'était une des journées les plus importantes de ma vie. Pour moi, ça a été tellement compliqué. J'ai trouvé que c'était vraiment une espèce de lutte. Pour moi, c'était vraiment quelque chose de très important. Comme je disais, d'une part personnel, mais aussi c'était l'aboutissement de beaucoup de choses, des recherches, des efforts personnels. Pendant des années, donc j'ai pas vu d'une part ma famille, c'était aussi des sacrifices personnels. Euh, L'effet de définir cette thèse, pour moi, c'était tout un accomplissement. Je me souviens que je lui avais dit à ma mère, je pense que c'est peut-être la chose la plus importante que je vais faire dans ma vie, si j'arrive à le faire. Et en effet, je pense que oui, j'ai gardé un très très bon souvenir. D'abord, j'étais très nerveuse. Je me dis, j'avais assisté à beaucoup de thèses, mais c'est pas la même chose. Quand on est en face d'un jury, c'est pas du tout la même chose. Et donc, j'étais d'abord très nerveuse. Et puis quand ça s'est commencé, ben, ça s'est déroulé, je pense, très fluidement. Ça a duré une éternité, mais en même temps, c'était rapide. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est une expérience pour moi, ça a été une expérience très intense. Donc, dans le moment où on est là, on essaye de donner tout ce qu'on a, d'essayer d'argumenter, de bien réfléchir. Mais moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'était l'idée d'avoir vraiment, j'ai senti que j'avais un dialogue avec des personnes qui étaient en face de moi, qui s'intéressaient à mon sujet, qui m'apportaient des réflexions et qui m'aidaient à mûrir aussi de cette façon mes pensées. Mais surtout, c'était un échange convivial, un échange euh, très bienveillant. Et voilà, je garde un très très bon souvenir. Bon, et alors, dans quelle mesure est-ce que l'enseignante et la chercheuse que tu es aujourd'hui continuent d'être influencées par ce travail de thèse, et notamment avec la mutation que tu as dû faire vers la méthodologie à la française? Je pense que je suis extrêmement marquée par cette thèse. Cette thèse, ce qui m'a forgé ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que j'ai appris beaucoup de choses, surtout l'effet des savoirs et d'admettre que parfois on ne connaît pas tout et d'admettre aussi que parfois il faut savoir dire je me suis trompée mais je reviens et je reformule, je refais. Et donc je l'ai fait parfois, donc quand on écrit quelque chose, on revient, on réécrit, on retravaille et je pense que c'est l'idée d'avoir d'une part une certaine patience, une écoute et aussi de se dire que dans mon cas, et je pense que c'est le cas aussi d'autres chercheurs étrangers, on travaille dans un système qui n'est pas forcément le nôtre et qu'il faut savoir s'adapter. Et, euh, et je pense que c'est là où je crois que ça m'a forgé, essayer de toujours savoir, essayer de m'adapter et de m'écouter aussi, d'écouter ces réflexions internes qui parfois luttent un peu avec quand je disais tout à l'heure, parfois on veut s'entêter à garder une certaine méthodologie, mais on se rend compte que c'est pas ça. Donc je pense que j'ai appris de ça, de me dire à chaque fois, bon, j'essaie de rester à l'écoute et puis d'être patient
Et s'il faut reformuler 2, 3 fois, 4 fois, ben, je l'ai fait et voilà. Bon, alors ça fait quelques années maintenant que tu as soutenu ta thèse. Est-ce que tu l'as relue? Oui, oui, je l'ai relu, pas récemment, mais je l'ai relu plusieurs fois. Je l'ai relu aussi par certains parties, parce que parfois il y a des... je travaille sur certains points que j'avais déjà travaillé, donc je continue à travailler. Donc, bien évidemment, il y a des choses qu'on garde bien en tête. Et puis après, quand on écrit beaucoup de pages, donc c'est vrai qu'après, il faut se relire parfois pour revenir un peu et réfléchir ses mémoires. Alors, quand il t'est arrivé de replonger dedans avec quelques pages ou peut-être un chapitre ou plus, est-ce que tu avais l'impression de lire le texte de quelqu'un d'autre? Ou est-ce que cette chose-là était encore à toi? C'était encore c'est la façon que tu aurais de l'écrire, de la penser? Ou est-ce que déjà tu es plus la même? Je pense que les deux. Parfois, je me reconnais dans ce que je suis en train de lire. Et parfois, je me dis, j'écris ça. J'écris ça dans les fonds et même parfois dans les styles. Donc voilà, c'est un peu les deux. Je me reconnais et en même temps, non. Je pense que le temps est passé et puis on évolue d'une certaine manière. J'espère que pour les bien. Mais voilà, je pense qu'il y a un peu les deux. Je me reconnais et parfois, je ne me reconnais pas du tout. Alors tout à l'heure, tu en as déjà donné quelques-uns des conseils aux doctorants. Tu as dit notamment ne pas hésiter à revenir en arrière, renoncer à des choses qui se révèlent pas être opératoires. Mais est-ce que tu en as d'autres, des conseils à donner aux jeunes doctorants? Oui, alors d'abord, être à l'écoute. Être à l'écoute. Demander de l'aide. Ne pas hésiter à demander de l'aide. Je pense que ma thèse, je ne l'aurais jamais fait et fini si je n'aurais pas demandé de l'aide. De l'aide pour la méthodologie, par exemple, dans mon cas, mais aussi dans les styles, par exemple, et dans les réflexions. Parfois, il y a des choses qui nous sont évidentes. Quand j'écris, il y a des choses qui me semblent évidentes, mais pour une personne extérieure qui ne connaît pas les domaines, ne sont pas évidentes. Donc, une lecture neutre de quelqu'un qui ne connaît pas les sujets nous permet en fait d'enrichir notre texte. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose d'indispensable quand on écrit une thèse, c'est d'avoir ces regards extérieurs, non seulement de notre directeur de thèse, mais d'autres personnes de disciplines différentes. Et puis, un troisième conseil, oui, peut-être ce que je disais, rester fidèle à soi-même, enfin, à ses convictions et croire dans ses recherches. Parfois, c'est pas évident. C'était mon cas. Moi, j'y croyais absolument pas. Mais je pense que dans la mesure où on est honnête avec soi-même et qu'on essaye de faire quelque chose de bien, je pense que même si peut-être pas beaucoup de personnes vont lire la thèse, on sait qu'une thèse, ils vont le lire partiellement, mais il y aura toujours quelqu'un qui va être intéressé parce qu'on est en train de le faire, même si on n'y croit pas. Bien, écoute, on va rester sur ce très bon dernier conseil. Alors, est-ce que pour finir, tu veux bien nous lire la première phrase de ta thèse? Si tu as besoin de la deuxième, troisième pour que ça fasse une unité, tu peux, bien sûr. Et puis, est-ce que tu peux nous en faire un commentaire? Oui. Alors, la première thèse. Alors, c'est pas c'est la première page, même avant d'avoir le sommaire. Donc, j'ai choisi de lire cette thèse avec une citation de Siegfried Kracauer. Donc, c'est un des théoriciens que j'utilisais pour ma thèse. C'est le premier à avoir établi les liens entre le cinéma et l'histoire. Donc, il a fait des excellents travaux sur comment comprendre comment et pourquoi le nazisme est arrivé en Allemagne. Et ces travaux donc, commencent avec l'analyse des films comme de Kalahari, Dr. Kalahari. Et, il a fait un ouvrage qui s'appelle De Kalahari à Hitler, qui explique l'histoire du cinéma à travers l'histoire de l'Allemagne nazie à travers le cinéma. C'est un ouvrage qui m'a beaucoup marqué. Et donc voilà, j'ai choisi une citation de Siegfried Kracauer qui dit ainsi. Ce que les films doivent avoir n'est pas une totalité, mais le monde de la contingence, dans sa fragmentation, sa disparité, sa fondamentale hétérogénéité. Et je trouvais que c'était très beau ce qu'il disait, parce qu'en fait, pour moi, le cinéma, ce n'est pas un reflet de la société,
c'est une fragmentation d'une réalité depuis un point de vue. Et quel point de vue on est en train de voir, c'est justement ce qui est intéressant d'analyser et d'étudier derrière. Je considère que le cinéma nous permet de comprendre la réalité d'un pays, d'une nation, d'une culture, d'un groupe social ou culturel, non pas parce qu'il est fidèle à la réalité, mais parce qu'il exprime une pensée d'une période, d'un groupe, dans un contexte déterminé. Et justement, c'est cette pensée, cette réflexion, dans cette fragmentalité, si on veut dire, ce qui m'a toujours intéressée, de savoir que le cinéma est une infime partie d'une petite réalité vue depuis un point de vue très particulier. Et c'est ce que je voulais montrer, cette petite particularité de l'Amérique centrale vue à travers différents points de vue à différents moments de l'histoire. Et alors, ta première phrase à toi, elle disait quoi? Ouais. À moi. Alors, quand on parle de cinéma latino-américain, on pense le plus souvent aux grandes productions comme celles du cinéma mexicain, du cinéma argentin, du cinéma brésilien, ou encore à d'autres productions du monde plus modestes, comme celles du cinéma cubain ou du cinéma chilien. Or, il existe d'autres cinématographies moins connues ou presque invisibles sur les scènes internationales. C'est le cas de celles du pays d'Amérique centrale. Là, tu affichais tes couleurs. Je vais vous démontrer qu'il existe un cinéma d'Amérique centrale. Que peut-être vous ne connaissez pas. Exactement. Alors, si tu as un conseil, quel est alors je dirais pas ton film costaricien préféré, mais celui qui t'a le plus ému, le plus que tu vois, quand tu y penses de temps en temps comme ça, que tu me conseilles de regarder? Ce serait quoi? Un film du Costa Rica. Oui. Alors, un film de Costa Rica. Il y a un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Del amor y otros demonios de Hilda Hidalgo. C'est une adaptation littéraire puisque je sais que tu aimes bien García Márquez. Ah ben écoute, je ne savais pas que ça avait été adapté, mais je vais aller regarder ça. Si c'est facilement disponible, toujours la même question. Eh ben, je peux te le passer si tu peux. Ah ben ce serait avec vraiment grand plaisir. Eh ben écoute, merci Andrea beaucoup pour ce moment. Et vraiment, c'est passionnant ce sujet de ton cinéma. Là, c'est vraiment très intéressant. Donc, je te remercie beaucoup pour l'entretien et globalement d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était un plaisir.